Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 2 mars et voici les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Monaco et la guerre, le documentaire de Frédéric Laurent a été projeté au théâtre Princesse Grace jeudi soir. Nous partirons au Sénégal pour clore la série de reportages consacrés aux actions de la coopération internationale. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au secteur de la formation des personnels humanitaires. Après le Sénégal, direction les États-Unis. Les ballets de Monte-Carlo poursuivent leur tournée après la Nouvelle-Orléans et Minneapolis. C'est au tour de Chicago où ils présentent le ballet La Belle avec un tout nouveau casting. Et enfin, notre invité du week-end, Tom Clairen, et nous parlerons ensemble de réseaux sociaux. Il était notre invité du mercredi. Frédéric Laurent a projeté son documentaire Monaco et la guerre en présence du souverain et de nombreux témoins au théâtre Princesse Grace. Alexandra Pani, Orazio Gagino et Clélia Renaud ont assisté à cette projection. Des témoignages émouvants retraçant un quotidien oublié ou méconnu de la plupart des monégasques de nos jours. Monaco et la guerre, un documentaire de 96 minutes, était projeté devant de nombreuses personnalités et témoins au théâtre Princesse Grace ce jeudi. Un moment fort pour le réalisateur Frédéric Laurent et son fils qui voient 4 années de travail récompensées par les applaudissements de la salle. Ce qui était très émouvant, c'était quand même les témoins. C'est leur attitude, c'est vrai que c'est vraiment la force du film, hein, les témoignages. Et c'est vrai qu'en parlant avec eux, je sentais vraiment chez eux une très grande émotion et je crois... Une reconnaissance. Une reconnaissance. Ouais, je l'ai senti en tout cas. Et Très ému. Très ému, je crois que le souverain a également très bien reçu le film. J'ai eu l'occasion de pouvoir échanger avec lui. Je crois qu'il était aussi, qu'il a partagé cette émotion. Et effectivement, là, c'est encore, j'ai envie de dire, l'émotion, elle est encore plus forte sur scène avec les témoins. Ils étaient une quarantaine à avoir témoigné dans ce documentaire. Ils étaient enfants ou adolescents et racontent comment ils ont vécu ce conflit mondial depuis ce pays de la Méditerranée qui n'aura pas été épargné. Certains ont pu se rendre à la projection. Tous étaient émus de se voir sur grand écran et ont souhaité rappeler l'importance de ce partage avec les nouvelles générations. J'ai revécu des moments qui sont très forts pour moi. J'ai vu la débâcle des troupes italiennes avec l'arrivée des Allemands. J'ai vu également des arrestations de Juifs à Monaco, des Juifs qui venaient, il faut bien le souligner, de Nice et qui n'ont fait qu'un passage à Monaco. Et ils se sont fait coincer d'une manière lamentable, certes, mais mes parents ont été avertis de cette rafle et grâce à ça, il y a plusieurs personnes, plus d'une dizaine certainement, qui ont évité les camps de concentration. Ce que je fais, parce que j'ai des enfants, des petits-enfants, mon fils a 60 ans et une arrière-petite-fille. Et mes petits-enfants, le jour où ils m'ont dit « raconte-nous la guerre », allez, en rond, ils allaient raconter à mes petits-enfants. C'est important justement cette transmission de leur Pour raconter. moi, ça c'est ma vie. Et le livre de M. Abramovich, je l'offre à mes petits-enfants, à chaque occasion, un anniversaire. Je veux qu'ils le connaissent, je veux qu'ils sachent. Un devoir de mémoire ponctué par une photo de famille avec les différents témoins présents et le prince souverain. Ce documentaire coproduit par la Société pour la gestion des droits d'auteur, l'administration des biens de SAS Le Prince Souverain et la direction de la communication sera diffusé le 1er mai sur Monaco Info. Notez bien ce rendez-vous. Et vous l'avez vu sur ces images, le prince Albert II était accompagné de nombreuses personnalités de la principauté lors de cette projection. Il nous a fait part de son émotion et de l'importance de ces témoignages. Je vous propose de l'écouter. Je crois que c'était important de recueillir ces témoignages, non seulement pour les personnes elles-mêmes, pour nous tous, toutes générations confondues, mais aussi pour les générations à venir. Je pense que c'est important d'avoir cette partie de notre histoire contemporaine qui est enfin racontée, enfin bien exprimée, avec un effort de recherche tout à fait remarquable. Mais je pense que c'est dans le contexte de ce que j'ai voulu faire et de ce que j'ai voulu que, même si c'est une histoire qui n'est pas très belle ni très flatteuse pour certaines personnes, c'est le reflet de la réalité et c'est le reflet de
de ce qui s'est réellement passé. Et je pense que pour venir en terme avec cette partie de notre histoire, il faut qu'il y ait des témoignages comme cela. Donc je pense que c'est extrêmement important. C'est très émouvant, bien entendu. Il y a des images que je ne connaissais pas ou connaissais mal. Et c'est vrai que c'est un travail tout à fait remarquable. Et je remercie Frédéric Laurent et tous ceux qui ont aidé à la réalisation de ce très beau documentaire. En ce vendredi, nous refermons notre série de reportages consacrée au projet financé au Sénégal par la direction de la coopération internationale de Monaco. Après un volet dédié au domaine de la santé, puis à la prise en charge des enfants des rues, nous allons nous intéresser aujourd'hui au secteur de la formation des personnels humanitaires. Reportage sur place de Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. Les aides allouées par la Principauté de Monaco dans le cadre de sa politique de coopération touchent à de nombreux domaines, dont ceux de la santé, de l'éducation ou de l'insertion socio-économique. Et aujourd'hui, le principal enjeu réside dans le soutien qui peut être apporté sur place aux acteurs locaux de ces grands domaines d'intervention. Depuis quelques années, l'accent en matière d'aide humanitaire est mis sur la transmission du savoir et la formation des équipes sur place. C'est dans ce cadre que la DCI monégasque s'engage depuis peu au Sénégal aux côtés de l'Institut Bioforce, dont le champ d'action porte sur la formation professionnelle spécialisée dans l'aide au développement. Notre objectif, c'est de renforcer les capacités de travailleurs humanitaires, que ce soit via des formations continues, via des formations initiales, en offrant des formations diplômantes et certifiantes, ou en offrant des services de formation sur mesure aux acteurs humanitaires. Notre objectif, c'est de travailler sur le renforcement des capacités des premiers acteurs de réponse en crise, et notamment les organisations nationales. En fait, nous proposons une vaste gamme d'offres de services, des formations diplômantes qui offrent des titres allant de niveau Bac plus 2 à niveau Bac plus 5 dans des thématiques très variées, la gestion logistique, la gestion RH et financière, la coordination de projets, la gestion de projets nutrition, la gestion de projets eau, hygiène et assainissement, et la gestion de projets en protection de l'enfance en situation d'urgence. En Afrique, la demande est importante. Sur les 3 dernières années, le nombre de candidats aux formations dispensées par Bioforce a doublé. Je dirais que partant de mon expérience de terrain, j'avais constaté que j'avais quand même quelques lacunes en nutrition. Alors pour combler cela, je m'étais dit une formation à Bioforce serait vraiment un plus ou une valeur ajoutée dans ma carrière professionnelle. Je suis agent humanitaire, donc j'avais besoin quand même de cette formation-là pour mon profil, pour améliorer un peu mon profil, pour pouvoir être opérationnel sur le terrain. Et les besoins en matière de formation de professionnels de l'aide humanitaire sont aujourd'hui criants, alors que le sommet humanitaire mondial a recommandé d'attribuer 25% des financements humanitaires aux ONG nationales d'ici 2 ans. Il apparaît qu'aujourd'hui, seulement 0,4% des financements d'urgence sont consacrés directement aux acteurs locaux et nationaux. Nous vous en parlions précédemment. Après la Nouvelle-Orléans, les ballets de Monte-Carlo poursuivent leur tournée américaine à Minneapolis, puis à Chicago, où ils présenteront samedi et dimanche le ballet La Belle avec un tout nouveau casting. À l'occasion des répétitions à la Nouvelle-Orléans, nous avons rencontré Catherine Schrader dans ce nouveau premier rôle, ainsi que le directeur chorégraphe de la compagnie, Jean-Christophe Maillot. On les écoute au micro d'Alexandra Pani sur des images de Sylvain Péroumal. Minneapolis et Chicago. Minneapolis, on va passer de plus 30 degrés à moins 10. Donc déjà, mais ça va être un choc pour les corps des danseurs aussi, parce que c'est quelque chose d'assez violent pour eux. Et puis, mais à Minneapolis, on fera encore Roméo. Par contre, on fera La Belle à Chicago, dans ce magnifique théâtre, cette magnifique ville, où on va pour la première fois. Donc c'est un beau moment pour nous, parce que c'est une ville majeure, importante aussi, aux États-Unis. Et puis, on aura une nouvelle distribution, alors toute neuve. Là, on va avoir une nouvelle Belle. Qui est une petite qui a intégré la compagnie il y a 1 an, qui est petite Catherine Schrader, qui a 19 ans, qui va faire pour la première fois La Belle. Et je pense que je peux déjà dire que ça risque d'être assez exceptionnel. Je dois dire qu'au début, j'ai pas vraiment réalisé, parce que c'est un gros morceau. Mais dans un sens, c'est un
c'est un rêve qui se réalise pour moi parce que j'ai toujours regardé ce ballet comme étant, enfin, c'est un de mes ballets vraiment favoris. Et c'est juste une immense chance en fait de pouvoir, déjà au début je commençais juste par apprendre tout ça et même juste de pouvoir travailler avec Bernice, avec Jean-Christophe, c'était une chance incroyable, quoi. Et là maintenant, le fait que ça soit réel, que je sais que je vais pouvoir le danser sur scène, je suis juste aux anges, je suis vraiment super heureuse. Je trouve que ce rôle au niveau aussi émotion, au niveau de l'histoire, c'est très fort dans ce qui doit être partagé. Et donc du coup, c'est tout un travail vraiment dans le détail, tous ces mouvements que Jean-Christophe veut d'abord qu'on touche. Que la Belle, au départ, quand elle sort de sa bulle, c'est comme si on n'avait jamais... elle connaît rien du monde, en fait. Et pour elle, elle découvre tout. Et il faut justement essayer d'imprégner ce personnage. Et donc, oui, c'est pas une situation de tous les jours. Donc c'est toute une nouvelle facette à découvrir, en fait. Et à travailler, à essayer de trouver comment interpréter ce rôle. Et notre invité du week-end aujourd'hui, Tom Claeren. Bonjour. Bonjour. On va parler avec vous de réseaux sociaux, parce que vous êtes ce que l'on appelle un influenceur, on va voir ça. Première question toute simple, qui êtes-vous? Comment vous pourriez comme ça vous définir? Oui, je m'appelle Tom Claeren, je suis originaire du sud de la France puisque je suis né à Nice et je suis installé professionnellement à Monaco depuis maintenant 5 ans. J'ai démarré avec une activité en fait dans les technologies puisque nous installons des systèmes sur des super yachts et dans des résidences privées de luxe. Et il y a 3 ans de cela maintenant, j'ai créé mon blog et une plateforme sur les réseaux sociaux qui me permet en fait de créer du contenu pour de grandes maisons à l'international et de le diffuser, voilà, puisque nous atteignons aujourd'hui une audience grandissante de plus de 400 000 followers. Voilà, c'est ce qu'on disait. Vous êtes influenceur. Qu'est-ce que c'est exactement, même si le terme est un peu particulier? Je pense qu'on atteint le stade d'influenceur lorsqu'on a une vraie audience à laquelle on peut s'adresser et donc influencer les gens, inspirer les gens avec un contenu que l'on va publier et éventuellement aussi faire de la promotion pour certaines maisons. Voilà, donc c'est mon cas. Hein, oui, c'est ça, c'est une sorte de ce qu'on appelle du placement de produit. On voit d'ailleurs derrière l'écran les vidéos, faites des photos, des vidéos, c'est un placement de produit. En fait. Voilà, exactement. Et puis ce travail s'étend vraiment, pour mon cas, à toute la création du contenu, à la réalisation, puisque nous faisons des films, des courts-métrages promotionnels et également du contenu photographique. Donc c'est vraiment être très créatif, trouver des histoires pour inspirer les gens et puis apporter vraiment une expérience. Voilà, une expérience audiovisuelle à notre audience, c'est vraiment ce qui me passionne et c'est pourquoi je fais cette activité. Alors comment devient-on influenceur? Parce qu'on n'a pas comme ça 395 000 followers sur Instagram en une semaine. Quelle est la progression et comment devient-on influenceur? Alors effectivement, c'est un travail vraiment de longue haleine. Il faut être vraiment consistant et persistant dans son activité, dans son action. C'est un travail de tous les jours. Il faut être vraiment performant tous les jours sur les réseaux sociaux, publier du nouveau contenu, qui implique de créer du nouveau contenu et puis penser à de la viralité. Voilà. Quand je travaille, j'essaie toujours de créer des choses uniques qui vont être partagées sur les réseaux sociaux ou même en dehors des réseaux sociaux par des magazines, que ce soit du print ou même du digital, afin de ramener une audience qui peut être intéressée par notre message et par le contenu que l'on va partager. Qui sont les personnes comme ça qui vous suivent? Le stéréotype peut-être des personnes sont plutôt des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes qui... Alors il n'y a pas de stéréotype, mais bon, par exemple quelques statistiques, on va toucher 80% d'hommes sur ma page, puisqu'on parle beaucoup de voitures, de montres. D'accord. Ce sont des produits masculins que vous représentez. Donc voilà, 80% d'hommes. Les réseaux sociaux, c'est quand même un média qui est assez jeune, mais on touche également des personnes qui vont au-delà de 45, 50 ans et plus, puisque beaucoup plus de gens maintenant utilisent leur mobile pour s'informer et pour se tenir au courant de ce qu'il se passe. Et ensuite, on a une audience qui est vraiment très dispersée dans le monde. On a beaucoup de monde, bien évidemment, à Monaco, mais en termes de volume, sur les 400 000, ce n'est pas le lieu qui est le plus important, même si, du fait de mon réseau local, j'ai beaucoup de personnes ici qui me suivent et qui sont des personnes simples et également des personnes qui sont aussi très fortunées et qui sont à la recherche du produit, de l'excellence
l'excellence ou de la nouvelle expérience qu'ils pourront vivre pendant leurs nouvelles vacances, par exemple. Il y a des pays qui vous suivent, des followers, ce qu'on appelle des personnes qui vous suivent, qui viennent d'un pays en particulier, ou c'est de la France, ou sont les États-Unis? Alors, on communique en anglais. Je communique dans toutes mes publications en anglais. Donc, j'ai une audience qui est vraiment internationale, avec à peu près 35% en Europe, et ensuite une grosse partie aux États-Unis. On a aussi une partie de l'audience qui se trouve en Asie. Donc, pour moi, c'est vraiment intéressant d'avoir une vraie diversité qui me permet de m'adresser à des personnes vraiment dans le monde entier. Pas plus tard qu'hier, je voyageais et j'ai été interpellé par des personnes du Paraguay qui m'ont dit « Ah, vous êtes Tom, voilà, est-ce qu'on peut prendre une photo ?» Et c'est à la fois très surprenant de voir que des gens qui sont à l'autre bout de la planète peuvent suivre vraiment nos publications. Alors, il y a une grande mode en ce moment sur Instagram notamment. Je vois avec les copines de ma fille, c'est d'acheter des followers pour avoir donner l'impression que plein de gens nous suivent. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait peut-être au début pour faire boule de neige? Qu'est-ce que vous pensez de ce principe-là? Alors, c'est un phénomène qui est... Moi, on me l'a proposé sur mon Insta, on m'a proposé d'acheter comme ça des followers aussi. Voilà, et on me le propose toutes les semaines depuis 3 ans maintenant. Donc c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, pour la simple et bonne raison qu'on peut effectivement le traquer. Et donc quand on se positionne à un certain niveau, pour ma part dans le luxe et dans l'ultra-luxe, avec des marques telles que Bentley, Dom Pérignon, Chopard, Monte Carlo SBM, vraiment des grosses structures, elles peuvent vérifier et elles peuvent trouver si vous avez une audience qui a été achetée à un certain moment ou qui est fausse. Donc ça, c'est un premier point qui fait que je ne le ferai jamais et c'est quelque chose que je ne souhaite pas faire. Ça va vraiment à l'encontre de... Ça pourrait être un retour de bâton, c'est-à-dire qu'on pourrait le remarquer chez... Voilà, et pour moi, il n'y a aucun intérêt à communiquer à une fausse audience, puisque mon but, c'est d'inspirer les gens et que le contenu soit partagé à un maximum de vues. On vit d'être en étant influenceur comme ça? Oui, tout à fait. On peut vraiment avoir une rémunération stable et conséquente si on fait un travail qui est remarquable. Quand vous faites des placements de produits qui vous proposent... Tout à fait. Voilà. Et quelle est la différence, je vais faire comme les inconnus, mais quelle est la différence entre un bon influenceur et un mauvais influenceur? Ça, c'est une question difficile. Je dirais que c'est plutôt, il faut se positionner en tant que marque et puis regarder si la personne qui communique correspond à notre image. Donc je ne dirais pas qu'il y a vraiment un bon et un mauvais influenceur, mis à part si toute votre audience est fausse, ça c'est un très mauvais influenceur, mais disons que si à 2 influenceurs avec une audience qui est véritable, en tant que marque, il faut regarder si le message correspond à mon produit, si la personne peut représenter ma marque et partage les mêmes codes en fait, et les mêmes valeurs. Donc voilà, c'est vraiment une question qui se pose aux marques et qui va correspondre à ce qu'elles veulent communiquer. Quelle est la part du narcissisme chez l'influenceur? Parce qu'en fait, on se met en avant, on se met en scène avec un produit. Faut s'aimer en règle générale pour être influenceur comme ça. Quelle est la part du narcissisme dans tout ça? Je ne dirais pas qu'il faut s'aimer, il faut aimer être en face de la caméra, parler à l'objectif, il faut aimer être créatif. À l'aise, oui. Il faut aimer peut-être diriger une équipe. Alors, tout le monde ne travaille pas de la même façon. Il y a des influenceurs qui vont travailler à l'iPhone et faire des selfies, partager des photos de paysages. Et puis, il y a des personnes qui vont avoir une approche beaucoup plus structurée avec une équipe de production. Donc, ça implique vraiment de manager une entreprise. Voilà, puisqu'on a des caméramans, on a des personnes qui peuvent faire de la prise de son, photographes, assistants de production, make-up, coiffure. Donc, c'est vraiment... Pour moi, c'est global et c'est ce qui me plaît, c'est d'être on va dire, dans le jus de la production, c'est d'avoir une deadline et puis de faire mon film, de faire ma prod et ensuite de me mettre en scène. Ça fait partie du jeu, ça me plaît aussi, puisque ce qui me plaît, c'est aussi d'être acteur dans les films que je réalise. Je ne dirais pas que je suis narcissique, mais j'aime en fait être à l'image, donc voilà, ça me plaît. Aujourd'hui, quel est le réseau social indispensable? Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, quel est le réseau qu'il ne faut surtout pas éviter, où il faut absolument être? Alors, les réseaux sociaux permettent de toucher une audience de manière différente et surtout différentes audiences également. Mais je dirais qu'il y a un réseau social dans le visuel qui est vraiment dans l'excellence et que tout le monde reconnaît, c'est Instagram. Ça permet vraiment de partager de la photo instantanément. Il y a une grosse audience qui est vraiment active, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Les gens ouvrent toujours leur feed Instagram et vont regarder ce qui se passe, vont scroller pour voir les fils d'actualité. Donc pour moi, c'est vraiment primordial d'être très performant sur Instagram. Et puis ensuite, on va décliner également sur Facebook, sur YouTube également, où il y a une grosse viralité. Donc on peut être partout. Plus on a
canaux de distribution, le mieux c'est. Voilà, plus on a d'audience, le mieux c'est. Tom Clairens, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. On va se quitter avec la météo. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir. Après une courte accalmie, samedi, la pluie sera de retour provisoirement. Les températures iront de 7 à 13 degrés. Dimanche, temps plus calme avec des températures grimpant jusqu'à 14 degrés. Et à partir de lundi, la pluie s'installera de nouveau sur la principauté pour le reste de la semaine. Jeudi, le thermomètre affichera 14 degrés.